Bonjour les premières. Comme prévu, donc la poursuite du cours en visioconférence pour cette deuxième session du confinement en 2020. Et donc nous étions toujours dans le Grand 1, l'ordre ancien face aux idées nouvelles de 1814 à 1830. Après avoir vu donc le Grand 1, la volonté des rois de clore la Révolution, de se heurter dans le Grand B à la volonté des peuples, avec notamment la naissance de mouvements nouveaux qui ont modifié l'opinion, comme par exemple le libéralisme dans le domaine politique avec son leader Benjamin Constant, ou bien le nouveau mouvement artistique qui s'appelle le romantisme avec comme figure principale Victor Hugo. Nous avions vu dans un petit 2 que cette agitation se diffusait dès les années 20, et notamment nous étions arrêtés sur quelques faits concrets. Donc en 1820, une constitution libérale avait été imposée en Espagne, et en 1823, la France était intervenue pour rendre à Ferdinand VII, le roi espagnol, son pouvoir absolu, car dans le cadre de la Sainte Alliance, je vous rappelle que tous les souverains européens qui en faisaient partie avaient signé en quelque sorte une union et une coopération entre eux qui consistait à tout faire en fait pour éviter la naissance de mouvements nationaux ou révolutionnaires qui pouvaient remettre en cause l'ordre établi. Donc on s'était arrêté au travail que je vous avais laissé à faire donc sur le PPO qui concerne l'indépendance de la Grèce, qui a lieu entre les années 1821 et 1830, le moment où la Grèce devient indépendante de l'Empire ottoman. Donc vous aviez un travail à faire à l'aide de différents documents, hein, une introduction, une carte et une chronologie de la guerre d'indépendance grecque, un tableau de Gênes de la Croix avec les significations des différents éléments du tableau. Et donc, comme question, on vous demandait à l'aide des documents 1 et 2, c'était pour le petit a, de répondre à la question suivante. Selon quelles étapes se déroule la guerre d'indépendance grecque? Donc, si vous serviez du document 1 ainsi que du document 2, qui présente donc la carte des différentes batailles, ainsi que la chronologie de la guerre d'indépendance grecque, on peut voir que cette guerre d'indépendance se déroule grosso modo en trois étapes, hein. En 1821, il y a une insurrection grecque qui démarre. Le problème, c'est que donc la Grèce est sous domination de l'Empire ottoman, donc l'ancêtre de la Turquie actuelle, et les Ottomans ne vont pas se laisser faire et ne vont pas accepter cette indépendance et vont mater la révolte, notamment sur l'île de Chios en 1822. Cette révolte qui va être matée, on va plus même parler dans la presse, notamment occidentale, de massacre, plus qu'en avril 1822, le raid turc contre les insurgés de cette île causa la mort de 23 000 personnes et la réduction en esclavage de 10 000 autres. Ce qui montre au passage d'ailleurs que, vous voyez, les Grecs sont des Européens, hein, que l'esclavage était pratiqué par tous les peuples, hein, à cette époque, et quand on faisait des prisonniers, comme les Ottomans, eh bien, on mettait aussi les Grecs en esclavage. C'était une coutume encore qui se pratiquait beaucoup, même si certaines personnes commençaient évidemment à lutter contre, mais on en reparlera un peu plus tard. Donc première étape, donc cette insurrection. Deuxième étape, donc les massacres de Chios. Une troisième étape en quelque sorte qui consiste à l'entrée aux côtés des Grecs, des Anglais, des Français et des Russes qui vont leur permettre finalement de retourner l'issue de la guerre qui semblait mal embarquée et d'emporter notamment la célèbre victoire de Navarin en 1827, victoire de Navarin qui va donc contraindre les Ottomans, après encore quelques années de bataille, en tout cas à accorder l'indépendance de la Grèce, Grèce qui obtiendra donc son indépendance en 1830. Petit b, on vous demande toujours à l'aide des mêmes documents, donc le document 1, le document 2, mais aussi le document 3, de répondre à la question suivante. Quel événement va provoquer un élan de sympathie? Alors, élan de sympathie, je l'ai qualifié de philhellénisme. Alors, le philhellénisme, ça vient du mot Hellas, qui est le nom que se donnent eux-mêmes les Grecs à leur pays. Ils l'appellent Hellas. Et donc le fil et les habitants de Hellas, ce sont les Hellènes. Et donc le philhellénisme, comme vous le retrouvez cette racine comme dans philosophie, c'est-à-dire ça veut dire l'amour, l'amour de la sagesse, philo.
Philos c'est l'amour et Sophia la sagesse, donc l'amour de la sagesse. Et donc le philhellénisme, eh bien c'est l'amour des Hellènes, c'est-à-dire l'amour de la Grèce en quelque sorte. Donc quel est l'événement va provoquer un élan de sympathie, c'est-à-dire l'amour de la Grèce, notamment dans l'Europe occidentale? Quel est l'événement clé qui va provoquer cet élan de sympathie? Eh bien c'est justement le massacre de Chios en 1822, illustré par le tableau de Delacroix, dont on reparlera dans la question C, dans son œuvre réalisée en 1824 qui s'appelle Scène de massacre de Chios, et dont le document 1 parle, notamment en soulignant que au début, les Anglais, les Français et les Russes, tous membres de la Sainte Alliance, avaient des réticences, ce qui est tout à fait logique, puisque rappelez-vous, les pays membres de la Sainte Alliance avaient décidé qu'il fallait s'opposer aux mouvements, aux soulèvements nationaux, quel que soit l'empire ou le royaume, afin d'éviter finalement que euh, l'insurrection s'étende dans différents territoires et dans différents royaumes en Europe et provoque de l'agitation ou bien remette en cause l'ordre établi. Donc au début, la France, l'Angleterre, la Russie sont hostiles à cette intervention. Mais finalement, ces massacres qui sont causés par des Turcs ottomans musulmans contre des frères, en quelque sorte, chrétiens grecs, européens, va susciter l'indignation des opinions politiques de ces pays et événements qui ont été retranscrits par la presse et l'indignation qui est suscitée va se transmettre aux hommes politiques qui dirigent ces pays et qui vont décider donc d'intervenir militairement en faveur de l'indépendance grecque. Et c'est cette intervention militaire qui va permettre, suite à la victoire de Navarin, donc l'indépendance grecque. Petit C, on vous demandait quel sentiment Delacroix réussit-il à transmettre aux spectateurs et comment. Donc quand vous regardez ce tableau, donc Jeanne Delacroix, pour la petite histoire, hein, c'est l'auteur du tableau La liberté guidant le peuple, hein, un des tableaux les plus célèbres, on va dire, de la peinture contemporaine française, que vous connaissez certainement tous. Alors ce fameux tableau, hein, le voici ici représenté, hein, vous savez, où on reconnaît Marianne au corps dénudé qui tient le drapeau tricolore à la tête des manifestations et des révoltes parisiennes lors des Trois Glorieuses le 27-28 juillet 1830, événements sur lesquels on reviendra un petit peu plus tard dans le cours. Delacroix, c'est un des leaders du courant qu'on appelle le romantisme. Et dans le romantisme, il y a une importance qui est donnée à l'expression des sentiments. Et c'est pour ça que je vous posais cette question sur les sentiments que Delacroix réussit à transmettre aux spectateurs. Et lorsqu'on regarde ce tableau, eh bien, qu'est-ce qu'on constate? On a un premier plan ici où on a notamment des scènes de massacre. Vous pouvez voir une femme ici qui a l'air morte, dénudée avec son enfant qui est encore posé sur elle. Vous avez au loin ici, on voit de la fumée, des scènes de pillage. On voit que des bâtiments sont certainement en train d'être brûlés. Ici, on a donc la population grecque qui semble particulièrement au désespoir, avec une carnation extrêmement claire, extrêmement pâle, hein. Les peaux sont pâles, sont ternes. On a presque l'impression que ce sont des morts vivants. Ils sont dans une tenue complètement délabrée, hein. Ils sont à moitié dénudés, comme si on leur avait arraché leurs vêtements. Et ici est représenté un cavalier ottoman. Ici aussi, vous en voyez un. Au loin, on en devine en train de se battre. Donc l'ottoman a l'air de s'apprêter peut-être à frapper des Grecs qui se protègent la tête, d'autres ont l'air à moitié dépouillés de leurs vêtements, et on a des scènes donc de massacres, de pillages, un peuple grec qui a l'air complètement au désespoir, avec, regardez, le visage de cette femme presque cadavérique et tournée un peu vers le ciel, un peu en imploration. Et donc, à travers ce tableau, eh bien, l'objectif de Delacroix, qui le peint donc 2 ans après les massacres de Chios, c'est de susciter évidemment les sentiments du spectateur, puisqu'à l'époque la télévision n'existe pas, la photographie n'existe pas. Donc la seule façon de représenter visuellement la réalité, même si Delacroix n'a pas assisté directement à ces scènes, c'est de les représenter sous forme de tableaux. Et donc ces tableaux vont contribuer à
sensibiliser les opinions européennes. Enfin, je vous demandais en dernière question quelles sont les couleurs du drapeau de la Grèce et j'avais oublié de vous préciser qu'elles se trouvent dans le ciel du tableau et en fait Delacroix a représenté les couleurs bleues et blanches que l'on retrouve évidemment dans les couleurs du drapeau grec actuel que vous connaissez sans doute. Donc vous voyez hein, les couleurs du drapeau qu'on retrouve bleu et blanc qui sont les couleurs du drapeau actuel avec la croix qui symbolise l'attachement de la Grèce à la religion chrétienne orthodoxe et n'oubliez pas qu'au sein de la Sainte Alliance, il y avait une solidarité religieuse entre les différentes puissances européennes qui, même si c'était des branches différentes du christianisme, que ce soit le protestantisme pour la Prusse, le catholicisme pour l'Autriche ou la France, la religion orthodoxe pour la Russie, eh bien, il y a cette solidarité qui va se faire également autour de la religion chrétienne par rapport à la Grèce. Alors, ce qui est intéressant de retenir, c'est que Delacroix va pas être le seul artiste romantique à s'engager, hein, véritablement, on peut parler d'engagement à cette époque en faveur de l'indépendance grecque. Il y a vraiment un engagement, j'irais même jusqu'à dire européen, parce que en dehors de Delacroix, il y a le chantre du romantisme français, Victor Hugo, qui se fait le porte-parole également de la cause grecque. Mais au Royaume-Uni, on a également un personnage comme Lord Byron, qui va soutenir vivement la cause grecque. Et tous ces soutiens des romantiques par leurs écrits, par leurs œuvres d'art, ainsi que les articles dans la presse, vont finalement, comme je vous l'ai dit, contribuer au soutien des puissances européennes à la cause grecque. Et donc la Grèce va pouvoir enfin avoir une issue favorable à sa demande et obtenir l'indépendance en 1830. Mais globalement, si on réfléchit sur les années 20, les soulèvements contre l'ordre établi ont globalement échoué, hein, hormis le cas grec. Globalement, c'est plutôt la répression qui l'emporte dans l'ensemble des puissances européennes. Alors, après les années 20, va venir une année très importante, l'année 1830. L'année 1830 va être l'occasion d'une véritable flambée révolutionnaire, en quelque sorte, mais qui va très vite s'éteindre, d'où le titre, petit 3, 1830, une flambée vite éteinte. Alors, cette flambée révolutionnaire, elle démarre en quelque sorte en France sur un événement, 3 journées sur lesquelles on reviendra un petit peu plus tard, 3 journées qui se déroulent le 27, 28 et 29 juillet 1830, qu'on appelle les Trois Glorieuses. 3 journées pendant lesquelles le gouvernement du roi Charles X va être contraint de renoncer et le roi Charles X va être contraint d'abdiquer suite à la contestation parlementaire et la contestation de la foule parisienne qui n'accepte pas le fait qu'il ait fait passer 4 ordonnances ordonnant la dissolution de la Chambre des députés dans lesquelles venait d'être élue une majorité de députés libéraux, donc acquis aux idées de Benjamin Constant, donc souhaitant un régime avec davantage de liberté d'expression, de circulation et davantage aussi de souveraineté nationale. Donc ces trois glorieuses, sur lesquelles on reviendra, je répète tout à l'heure, sont 3 journées qui vont entraîner la mise en place d'un nouveau régime qui s'appellera la monarchie de Juillet avec un nouveau roi qui s'appelle Louis-Philippe d'Orléans. Et ces trois glorieuses vont aussi entraîner un changement en Europe, ou du moins vont avoir des répercussions en Europe, puisqu'elles vont provoquer de l'agitation dans de nombreux pays voisins, aux Pays-Bas, en Pologne, dans certains États italiens ou allemands, où on trouve à chaque fois des populations qui sont agitées par les sentiments nationaux et qui aimeraient acquérir notamment leur indépendance, puisque plusieurs nations existent en tant que telles par le biais d'une culture commune, d'une langue commune, d'une religion commune, voire d'une histoire commune, mais elles n'ont pas d'État propre, sont parfois disséminées entre plusieurs États, je pense aux Italiens, aux Allemands, sont sous la domination d'un autre État, je pense aux Belges, ou bien sont partagés entre 3 autres États, je pense aux Polonais, qui, les pauvres malheureux dans l'histoire, sont divisés entre Russes, Prussiens et Autrichiens. Donc cette répercussion en Europe se voit notamment à travers les 2 exemples suivants, l'exemple de la Belgique et l'exemple de la Pologne.